Mais tout de suite, allons en Égypte, sur les traces de Michel Chailloux et de sa grand-mère, l'Égypte, la petite Égypte. Oui, justement, Michel Chailloux, bonjour Michel Chailloux. Alors la dernière fois que vous étiez venu nous voir, que vous aviez retenu à Ligre comme aire de stationnement, je dirais, c'était pour le crime du beau temps, un roman de l'enquête évanescente, des questions restées en suspens, du regard d'un enfant aussi. Et puis, vous étiez venu avant dans vos habits de jeune homme pour le dernier des Romains. Vous étiez venu plusieurs fois parce que souvent vos pas errants sur la route vous ont conduit vers nous et nous vous en remercions. Et voilà qu'aujourd'hui, vous paraissez dans ce studio en tzigane, en rome, en manouche, en yéniche, en gitan, bref, je ne sais plus comment dire, de retour d'une fuite en Égypte, sur les traces de votre grand-père, mais plus exactement de la petite Égypte. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un livre qui part d'un fait vrai, que j'ai entendu me parler dans mon enfance, à Nantes, je suis de Nantes. Ma grand-mère maternelle, qui était une ancienne, dans une famille d'origine italienne, de Bologne, une famille d'aristocrates, élevée comme une jeune fille de la haute société nantaise, va au théâtre un soir avec son père, professeur à l'école des Beaux-Arts, et à la fin de la représentation, traverse la place d'Iralin, le centre de Nantes, pour ceux qui connaissent, et va dans une brasserie, la Cigale, qui existe toujours. Et là se produisait un bohémien d'une quarantaine d'années, elle avait 20 ans, à peine, et elle est partie avec lui le soir même, pour des années, le long des routes. Cet homme dont je connaissais à peine le nom, elle n'a jamais su vraiment le vrai nom, il se faisait appeler Donval, lui a fait 2 enfants, dont ma mère. Et je suis le descendant de cet homme dont on ne sait rien. Et puis, peut-être qu'il était déjà marié, je ne sais pas. Et donc, il y a 20 ans, j'ai essayé d'écrire ce livre. J'y arrivais pas parce que pour moi, tout part de la langue. J'avais pas la musique. Et puis un matin, bizarrement, je l'ai eu, la musique. Et j'ai commencé à raconter. C'est au bureau légendaire. À partir de ce qu'on m'a raconté dans mon enfance, et le reste, j'ai inventé. C'est donc un roman. C'est un roman et vous parlez de musique, Michel Chailloux, et on l'entend parfaitement cette musique parce que le roman La fuite en Égypte est mené à un rythme incroyablement sautillant, un rythme incroyablement musical. Vous qualifiez à un moment ce style d'ailleurs de style banjo-guitare, et je voudrais juste en donner immédiatement un aperçu à nos auditeurs. Comment ressusciter la violence d'un tel itinéraire ? Jamais ici, déjà là, toujours en marche, couchant, découchant, soupant, ne dînant pas, se satisfaisant d'une moitié de lune ou d'un quart, buvant à la sauvage à la source, parfois aspirant un goutte à goutte, plus civilisé à une fontaine, mais avançant envers et contre tous, clocher après clocher, village, bourg, montueux ou étalé en une plaine, cheminant à pied dans une carriole, un trek à hauteux qui à l'époque a souvent du retard, sous la marquise de chaque gare. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, je vous ai senti au comble du bonheur dans cette incertitude de la route et cette incertitude des mots. Oui, puis c'est un livre qui m'a aidé à prendre conscience de ce que j'étais, si je suis, dans la littérature contemporaine. Je me suis rendu compte que j'étais un Rome, et que mes romans ne ressemblaient jamais à des romans tout à fait, et que je cherchais mes emplacements, que ma parole n'a pas de domicile fixe. Et je déteste les genres. Je suis claustrophobe d'ailleurs, de toute façon. Et donc, d'un roman, je fais un poème, une pièce de théâtre, autre chose. Mais j'avais pas pris conscience que ma phrase, c'est ma route, et que mes livres sont des roulottes qui roulent vers l'absolu de ce que je n'arrive pas à dire. Voilà. Je suis un Rome. Vous êtes un Rome, vos romans sont des roulottes. Vous remarquez à quel point tout cela s'enchaîne fort bien et une extraordinaire coïncidence, Rome et roman. Et peut-être qu'il y a, dans ma généalogie, je veux pas assourdir les oreilles des auditeurs de ma généalogie, mais dans les rajoutés, il y a des aristocrates italiens. Chailloux, c'est un nom de paysan vendéen, et puis il y a ce Rome au milieu. Et donc, je me suis rendu compte que j'essaie d'inventer, dans le fond, un de mes livres, j'avais marqué traduit du chitien. Le chitien était la langue de mes références. Et en fait, c'est l'ombre de ce que je ne savais pas alors du parler romani.
En fait, mon français est un français de particulier. Pour moi, un écrivain a une langue particulière. La plupart des livres sont rédigés, pas écrits, je le dis tout le temps, parce que c'est pas leur propos. Mais dans la littérature, c'est l'écriture. C'est la route. Pour moi, c'est la route. C'est-à-dire les routes, les bas-côtés et l'horizon, cette ligne jamais écrite que j'essaye d'atteindre. J'essaie de me livrer ça. Alors, la fuite en Égypte, pourquoi? Parce que l'Égypte, la petite Égypte, était la patrie légendaire des Roms, des Yémiches, etc., des Gitans, des gens du voyage. En fait, ils viennent des Indes, on le sait maintenant. Et le palais romani vient du sanskrit. Mais cette petite Égypte, certains, comme Sandrard, placés dans l'Atlantide, ça a été la terre de la rêverie. Et pour moi, dans ce livre, j'ai essayé de trouver une terre à la rêverie, une patrie à la rêverie. C'est-à-dire d'écrire un livre qui soit plein de bas-côtés et de routes fuyantes. Le sens dialogue devant moi. J'ai toujours après, et j'ai des regards sans cesse sur les talus des bas-côtés, sur les marges de mon livre. Et j'essaie que la marge devienne un centre, dans une époque totalement grossière, une analphabète d'elle-même, qui est la nôtre. J'ai essayé d'écrire un livre, un voyage intérieur. Sur les talus, enfin le regard vers les talus et puis porté par le vent aussi. Oui, le vent de ce qui vient d'être dit, la rumeur. C'est un mot magnifique, la rumeur. C'est-à-dire, c'est le murmure de ce qui vient d'être dit qu'on n'arrive plus à saisir. Et donc, c'est tout ça. Et c'est un roman qui essaye d'avoir je prononce mal ce mot, de l'écho, qui est de l'écho. C'est-à-dire que ça résonne longtemps. Que chaque page résonne dans la suivante, et ainsi de suite. Au bout de 300 pages, toutes les pages résonnent, et on arrête. La fabulation. Parce qu'on est étourdi, parce qu'il vient d'être dit. C'est ça mon but, mon ambition en littérature. C'est-à-dire d'être quelqu'un qui sans arrêt va, sans cesse. Je ne fais ça. Sûrement Rimbaud, qui est un de mes ancêtres, je sais pas si m'aurait tenu comme un des siens, mais Montaigne qui invente cette immense parlerie du sens que j'essaye d'être la mienne. Voilà. Alors, forcément, la fuite en Égypte, c'est la fuite vers la rêverie, vers la rêvasserie, vers l'image du monde, vers la confidence. La littérature, pour moi, c'est le lieu de la confidence et du secret. Comment écrire un secret sans le dévoiler? C'est le mystère, pour moi, de la littérature. Et chacun de mes livres est porteur d'un espèce de secret que je hante, que je n'arrive pas à dire et qui m'échappe toujours. C'est ça. En fait, j'ai dit tout ouvert que j'étais un être qui vaillant, divaillant et vaillant. Et ce livre, c'est une autobiographie légendaire à partir des éléments entendus dans mon enfance vagabonde, qui fut dure, mais en même temps charmante, par cette grand-mère que le muscadet a trop pris. Oui, voilà. Quand elle est revenue à Nantes... Parlez-nous de cette grand-mère brocanteuse et qui a une vraie sympathie. Elle était à Nantes, pour le muscadet. Dans une rue à prostituée. Et là, elle avait, à mon avis, été refusée par sa famille. Et elle chantait dans les rues tout en faisant la brocante. Et après cet homme du voyage, elle a eu des amants que j'ai tenus, dont un, Pierre Bordas, dont je salue la mémoire, qui était le veilleur de nuit de mon enfance, un homme immobile, taciturne, parlant peu, adorant ma grand-mère. Et elle avait besoin de ces piquets moroses pour jalonner le reste de sa vie, après avoir été emportée par quelqu'un qui bougeait tout le temps, et dont elle n'aimait pas monsieur parler. Et je me rappelle de la photo, j'ai vu une photo sur une couverture de mon grand-père, gitan, avec des cheveux tombant sur les épaules, un ovale presque féminin, je le dis dans le livre, et la chanson, j'en parle dans le livre, s'appelait « Oh ma Colombelle ». Il y avait aussi le banjo de ma grand-mère qui s'est perdu dans les archives vagabondes de cette famille étrange. Et la guitare reprise par mon oncle, qui était béquillard, qui était malade, qui était un homme exceptionnel, qui lui a été élevé dans un château, et puis qui est parti à 20 ans avec une gitane qui avait tué son premier mari, qui avait été acquittée, c'était une femme charmante et superbe, analphabète,
qui portaient des jupes superposées avec des rondes poches pour attraper les poulets. On a traversé les tours de ferme. Elle ne le faisait plus, bien sûr, tantronner, et qui a enchanté mon enfance les rares fois où je l'ai vue. Il se rejoint dans une foire. Elle vendait des bonbons. Enfin, j'ai toujours espoir de la voir. C'est impossible, elle aurait plus de 100 ans maintenant, puisque j'en ai 80. Et donc, c'est impossible, mais l'impossible, c'est mon mot. Alors, revenons à la grand-mère qui est au centre de cette fuite en Égypte, Michel Chailloux, Anne-Marie, Alice. Son histoire extraordinaire, que vous interrogez alors que vous êtes encore un enfant, presque, 14, 15 ans, et vous l'interrogez inlassablement le jeudi, jour où vous allez la voir, parce que le samedi, je crois que le muscadet a fait son effet. Ouais, terrible. Voilà. Et elle ne comprend pas vraiment pourquoi vous l'interrogez autant. Votre mère non plus ne comprend pas. Ma mère veut pas parler de son père. Voilà, cet appétit du passé. Mais vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous êtes déjà romancier, Michel Chailloux? Ben, je me suis toujours senti quelqu'un qui voulait écrire. Hein, bon. Et quand j'étais enfant, j'étais pas un bon élève à l'école, mais je lisais comme un fou. J'étais fou de lecture. Et donc, je m'inventais sans arrêt des histoires. Mais une chose quand même assez curieuse, qui m'est venue en écrivant ce livre. Je me suis aperçu que ma mère, j'ai tenu un petit café à Palière, qui a eu des problèmes à la Libération, mais celui que je ne m'étends pas, j'en ai parlé. Mais que vous avez raconté dans 1945, voilà. Un magnifique roman. Ouais. Et là, je me suis aperçu qu'elle vivait comme une gitane qu'elle ne voulait pas être. On dormait à deux, j'avais 14 ans, dans le même lit, sur un sommier sans matelas. qu'elle n'achetait pas. Les armoires étaient ouvertes sans arrêt, tout était en voyage. Tout était en voyage. Elle avait ça dans le sang. Elle n'avait rien à faire. Elle voyageait tout le temps, mais elle n'aimait pas du tout les romanichels, tu me le disais. Et pourtant, elle en était une. Mes grands-parents paternels, paysans vendéens, n'aimaient pas les romanichels. Ils en avaient un devant eux, leur petit-fils. Et c'était ça, j'étais très curieux. Un jour, mon père, qui tenait un café longtemps après, à Poitiers, voit arriver un groupe d'hommes aux cheveux noirs, un peu huileux. Il y avait une clinique à côté, tenue par une madame Chaudal, curieux, une clinique d'accouchement. Et il me dit, voyant ces hommes s'asseoir, là, à ce moment-là, j'étais étudiant, j'avais plus de 20 ans. Voilà tes frères, il me dit. C'était les gitans. D'un air méprisant. C'est très, très curieux. Et donc, il y a tout ça en moi. D'ailleurs, l'idée d'une double langue, l'idée que chaque écrivain invente un patois intérieur, de tenant un vrai écrivain, pas les autres. Et c'est l'idée de Romani, de la langue en voyage, cherchant ses sens et ses talus. Oui, alors, votre langue, Michel Chailloux, nous la connaissions, et nous en connaissions sa beauté, son inventivité aussi. Chez vous, les mots charbonnent. J'aime beaucoup ce verbe que vous employez d'ailleurs à un moment à propos de votre grand-père Donval. Mais il y a aussi ici les mots calés ou les mots calots, les mots réservés à la Verdine. C'est la roulotte, la Verdine. Voilà, la roulotte, les mots que les gadgets, ceux qui ne sont pas gitans, ne peuvent pas comprendre. Et ces mots semblent d'une façon miraculeuse, étrangers et pourtant frères des vôtres. Oui, c'est ça, c'est extrêmement curieux. Par exemple, quand il y a eu une émission, pour mon premier livre à la télévision, Jonathan Moore, on avait demandé, ce qui me paraît étonnant maintenant, j'ai perdu de vue, à un danseur remarquable, gitan, José Torres, de participer à l'émission, il avait accepté. Et je me rappelle sur le tournage, il m'a raconté une anecdote très mystérieuse. Et devant tous les équipes de tournage, il avait dit « Michel, il y a toi qui peux comprendre, car tu es gitan comme moi. » J'avais rien compris. Mais il était charmant, d'ailleurs, absolument adorable, je l'ai jamais revu. Mais comment cet homme, qui était célèbre à l'époque, avait-il accepté de participer à une émission avec un jeune inconnu? C'est quand même assez étonnant. Alors, vous n'avez jamais revu, pas plus que votre grand-mère n'a revu ce Donval à Paris. Non, jamais, il a disparu un jour. Il a disparu peut-être avalé par la guerre de 14 ? Peut-être, c'est une hypothèse à moi. Moi, mon hypothèse actuelle, c'est qu'il était déjà marié, ailleurs. Avec Carmen ?
avec une Carmen possible. Et parce qu'à chaque fois qu'il a eu un enfant, mon oncle d'abord, celui qui a épousé Tante Renée, que j'adorais, il n'était pas là, il n'a pas reconnu. Ce qui fait que mon oncle porte le nom de jeune fille de sa mère. Ma mère porte le nom de jeune fille d'un homme avec qui ma grand-mère s'est remariée. C'était quelqu'un du voyage, artiste lyrique aussi, il s'appelait Bréret. Et d'ailleurs, la famille issue de lui, mes demi-cousins germains, je les ai revus. Ouais. Et bon, c'était un homme charmant, paraît-il. Il a fini cordonnier, m'a-t-on appris, je le dis, à Nantes, je sais pas pourquoi. Donc voilà, peut-être qu'il voulait ressembler les semelles de voyage lui aussi. Et je sais pas, c'est très étrange. Il y a une marge énorme d'incertitude, mais c'est vrai. Mais ma grand-mère peut vous donner une idée. Quand elle était vive, une nuit, j'avais 6 ans, 6 ans, peut-être 7 ans, dans ces eaux-là. Une nuit, un hiver, il neigeait sur Nantes. Elle m'a mis à la porte de chez elle. Il neigeait, et j'ai suivi la rue de tramway à partir du centre de Nantes vers un faubourg éloigné de Nantes qui s'appelle Chantenay, où j'ai retrouvé l'appartement de mon oncle et de ma tante, jeune mariée. Je me suis endormi sur le paillasson de leur porte, je n'osais pas frapper. Ils ont entendu du bruit, ils m'ont ouvert et m'ont réchauffé entre leurs bras. Mes grands-parents paternels n'ont jamais voulu reparler à ma grand-mère maternelle, qui le matin, en se réveillant, se demandait où j'étais. Et en fait, j'écris toujours dans la brume et la neige qui tombe, et sous mes pieds, j'ai les rails qui me mènent, de ma phrase, qui me mènent quelque part. J'ai trouvé depuis cette situation tragique pour un enfant, il m'aurait pu m'arriver n'importe quoi, parce que ça faisait bien 5-6 kilomètres, à mon avis. Je pense que c'est peut-être mon idéal poétique, avoir la brume dans les yeux et la rectitude au cœur. Voilà. La brume dans les yeux quand le ciel touche à peine terre, pour reprendre le titre d'un autre de vos romans. Alors, cette aventure, cette fuite de Joseph Donval et d'Alice et le sujet rêvé, j'allais dire, pour cette écriture-là, parce que ils partent sans savoir où, ils enchaînent les chemins, ils enchaînent les jours qui ne se referment pas sur eux-mêmes, parce que c'est peut-être ça qu'elle a voulu quitter aussi à Nantes, dans cette maison bourgeoise, ces jours qui se refermaient sur eux-mêmes et la régularité du temps qui passe. Là, tout cela disparaît dans une entière liberté. Oui, mais elle était assez étonnante. Quand elle était petite fille, jeune fille, enfin de 10-12 ans, élevée à l'Ange Gardien à Pornic, et en face, il y avait le domaine, la maison de ses parents. La nuit, elle partait avec les pêcheurs pour retrouver le large. Et le large, elle l'a cherché toute sa vie. Et quand elle était sobre, elle était absolument adorable, très cultivée, lisant Rachid, romancière de l'époque, élevant, enfin formidable. Alors il lui avait appris, Donval, mon grand-père, à jouer du banjo. Elle avait une voix superbe de contralto. C'était une très jolie femme quand elle était jeune. Quand je l'ai tenue, non. Elle était un peu garçonne, grande fille, grande femme. Et on était, quand j'allais, le samedi, elle faisait le brocanteur avec Pierre Bordas, son piquet Montrose. Et là, le matin, je passais, elle me donnait de l'argent pour aller au cinéma. Mais le soir, quand je repassais Place Bretagne, marché aux Puces, je la voyais. Je voyais qu'elle était ivre et je m'écartais. Car c'était une démone quand elle était ivre. Toutes les forces de la route ressurgissaient en elle et elle divaguait sans arrêt. C'était épouvantable. Cette femme si civilisée devenait barbare, devenait quelqu'un qui me jetait son petit-fils adoré à 6 ans sous la neige en plein hiver dans une ville. C'est en soi, j'y pense souvent en ce moment. Peut-être c'est un des effets de l'âge. Je me dis, mais comment a-t-elle pu faire ça alors qu'elle m'adorait par ailleurs. Alors j'ai essayé d'écrire. C'est le Muscadet qui a fait ça. Oui. Le Muscadet, c'est sa façon de prendre la route aussi. Oui. Et moi j'ai essayé d'écrire un livre entre le style banjo-guitare, comme vous disiez tout à l'heure. Le banjo, c'est le raisonnement, le fond sonore de la langue. Et la guitare, c'est les envolées, le rire, c'est
la fuite, l'horizon, c'est la musique de l'horizon, les guitares. Alors peut-être justement quelques morceaux de banjo-guitare. Aligre FM 93.1, les jeudis littéraires en compagnie de Michel Chailloux pour La Fuite en Égypte, son dernier roman qui vient de paraître aux éditions Fayard. La Fuite en Égypte, c'est aussi un tableau de Decamps. Oui, c'est un tableau de Decamps. Ça, j'ai inventé de toute pièce le fait que dans son enfance, ma grand-mère passait sans arrêt devant, puisque la grand-mère de ma grand-mère, ma trisaïeule, Élise Canobi, était un peintre assez connu au XIXe siècle. Et elle a fait pour gagner sa vie, j'imagine, plein de copies de tableaux de maître. Et elle a elle-même exposé, etc. Donc je suis parti de ça, pour le dire. Alors, et j'ai essayé de retrouver un peu le récit évangélique de la fuite en Égypte, de Marie et de Joseph, mais d'une manière un peu détournée et déformée. Mais avec l'invention de la petite Égypte, j'ai essayé de donner, ce qui, à mon avis, dans la littérature, n'avait jamais été fait, une terre à la rêverie. Une nationalité presque à la rêverie. C'est-à-dire, la petite Égypte, c'est la terre de la rêverie. Et les petits Égyptiens sont les rêveurs en titre de leur nationalité. C'est même pas rêveurs, c'est trop noble. Rêvasseurs. Or, moi, c'est-à-dire ceux qui sont toujours hors des choses. Hors de leur être, où leur être est d'être hors, dehors, le grand dehors. Et en fait, c'est un livre du grand dehors. Donc j'essaye de trouver la langue, les raisons. Pour moi, c'est le style. Les hommes à idées, c'est intéressant, mais c'est pas moi, je suis pas un homme à idées. Je suis un homme de langue, un homme empêtré dans son dire. Et bizarrement, c'est l'empêtrement, c'est le Moïsis qui m'intéresse le plus. Si j'entends des gens discuter, d'établir des chaînes de raison, j'entends teinter la chaîne. La chaîne, c'est le roman. Je suis profondément romancier. Voilà, il n'y a rien à y faire. Rêvasseur de ses propres dires. Et je dis tout le temps, quand je commence à écrire,
quand on n'a rien à dire. Je t'avais dit à une femme qui voulait de raison de sa vie. Elle m'avait dit, mais comment ça se fait? Oui, ça c'est très beau. Et c'est exactement le contraire de ce que dit Rilke dans les cahiers non pas dans les cahiers, dans les lettres à un jeune poète. Ah bon, il dit ça. N'écrivez que si vous avez quelque chose à dire. Ah oui, mais non, c'est le contraire. Et alors, pour vous que c'est le contraire? Moi, c'est le contraire. C'est-à-dire, si je fais une autobiographie, je vais faire une conférence sur le sujet à Nantes le 19 avril, je vais leur dire deux choses. Je leur citais cette anecdote de la femme qui voulait raconter sa vie. Elle était un peu audacieuse quand même. Et puis, leur dire, l'autobiographie, je sais ce que je vais dire. Mais pour l'écrire, je vais oublier. Il faut que le songe du style l'emporte sur le songe de la vie. Par exemple, la croyance des voleurs, je m'excuse de me citer, c'est le récit de mon enfance, chez mes grands-parents paysans vendéens. Chez nous, on a une table, dit la première phrase, 4 chaises, plus l'éternité. Ce plus l'éternité a masqué l'autobiographie, et après, je ne savais plus que dire pour dire cette phrase. Et c'est ça qui m'a fait trouver le style. Comme là, dans la fuite en Égypte, la première phrase, si je peux me permettre, si vous pouvez la lire, la première phrase, je vais vous dire où exactement, où ça commence ce livre. C'était la fin d'un siècle, le début du suivant. Ils s'éloignaient à deux sur la route mauvaise, lui d'un bon pas, elle, que de choses à dire sur elle. Eh bien, ce qui m'a fait écrire le livre, c'est la route mauvaise. C'est le mot mauvais arabaldien, en diable. Et l'interrogation, le retour interrogatif sur soi, qu'elle n'arrive pas à se faire, à s'interroger pas sur elle-même. C'est un minuit de partir en 1905, à l'automne, une jeune fille de 20 ans, avec un inconnu de 40 ans, une fille de la grande bourgeoisie nantaise, avec un va-nu-pied, un vagabond, qui sera mon grand-père. C'est inouï. Alors, ce va-nu-pied, ce vagabond, cet inconnu, il a un nom? Donval. Donval. Il a un prénom? Joseph. Et puis il a un autre nom. Et il y a tout un jeu dans votre roman, Michel Chailloux, sur la multiplicité des noms. Tout à l'heure, vous parliez de votre grand-mère qui était tantôt la plus adorable des femmes, tantôt une démone, avez-vous dit. Mais elle aussi, elle a 3 prénoms et chacun de ces prénoms, Anne, Marie, Alice, est une de ses identités. Chez les Gitans, chez Donval en particulier, il y a encore autre chose. Il y a le prénom secret, si vous voulez bien. Oui, il y a le nom déjà à l'état civil, le nom social que seul connaît la mère et son enfant, et le nom du client. Il y a 3. Alors, quel était le vrai nom de Donval, je sais pas. Et d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, écrire, pour moi, c'est faire de tous les noms chemins un nom propre. Mes phrases sont des noms propres, une suite de noms propres. Mais comment se dégager d'un nom propre? C'est plus difficile de se dégager d'un nom propre qu'une personne par rapport à un nom chemin. Et c'est ma manière d'habiter la langue. C'est ça pour moi. Je ne fais pas d'oreille pour les autres. Pour moi, et d'ailleurs, quand je lis, je vois tout de suite en une phrase si j'ai affaire à un écrivain. Ça peut être un livre très intelligent, fait avec talent, mais c'est un autre talent. Mais un écrivain, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est évident. Il y a une fulgurance comme ça. Des illuminations, s'il n'en a pas, c'est pas la peine. Oui. Alors voilà quelques lignes d'un écrivain, d'un romancier. Or lui, Joseph Donval, s'exaltait le père l'allemand. Sa mère, c'était qui? La mer, la route, la nuit. Et il lui chuchotait qu'un papier avait été trouvé par Émilienne, son épouse, épinglé dans ses longes, un papier acéré dans son portefeuille au plus chaud de soie, quand il deviendra grand, et sur lequel ses présumables parents, à tout coup des gitans diseurs de bonne aventure, car c'était écrit en pur calais, leur idiome, avaient griffonné plein de mots confus, dont l'un d'entre eux soulignait du rouge sang, à son avis, qui devait être le nom secret. Le vrai du vrai, le seul capable sur cette terre de l'interpeller dans l'entier de son être, lui, Joseph Donval, et toutes ses ombres. Mais comment s'en assurer, s'interrogeait Joseph l'Allemand, car en effet, un doute subsistait. Un secret ne se dit pas sans perdre un peu de son secret, ergotait-il certains soirs à la veillée. Hors de l'avouer au papier, n'était-ce pas déjà un peu l'altérer, ce foutu nom? Oui. D'ailleurs, pour terminer sur mon grand-père, pour moi, à mon avis, mon grand-père, c'est un métis du jour et de la nuit. Mais la nuit,
chez lui, était plus importante que le jour. Le jour, c'est l'état civil. Son état civil nocturne était terrible, sans doute. Et d'où venait-il? Où allait-il? Et au fond, c'est cette nuit que mon oncle, peut-être son fils, chantait à la guitare. Et ma grand-mère, quand elle chantait dans les rues, et que je faisais le baron, quand j'étais enfant, un jour à Nantes, à la mairie, j'ai dit, quelqu'un se rappelle dans la salle d'une dame qui, au Carrefour, en centre de Nantes, vendait des chansons à la Libération. Il y avait un petit garçon qui était le premier à acheter la chanson, c'est faire le baron pour décider les autres. Et à ce moment-là, des vieilles mains, bien sûr, se sont levées. C'était assez terrible pour moi. Émouvant et terrible. Alors, ces gitans, Michel Chailloux, sur les routes, votre grand-mère, avec eux, sont soumis, et elle s'en souvient de cela, elle s'en souvient fort bien, sont soumis à toutes sortes de vérifications, ils doivent fournir des papiers, des tampons partout où ils arrivent, et puis un jour, ce sera le carnet d'identité. Oui, j'en avais un exemple. Breret, son fils, son petit-fils me l'a donné, mon cousin. Et si fait, j'avais le passeport de Breret et sa photo. Il faisait 1m62, les hommes étaient petits à l'époque. Un visage de profil un peu évanescent, assez joli garçon. Pour ça, j'ai inventé le fait qu'il s'appelait Joli Cœur dans une troupe ambulante. Oui, parce qu'il y a quelque chose quand même un peu des feux du musical de Fellini dans votre roman aussi, Michel Chailloux. Hein, cette troupe avec Léo, Léa... Le troupe de la Lune, oui, ça a été inventé de toutes pièces, bien sûr, à partir des éléments qu'il y avait. Et donc, ce personnage, je ne sais plus pourquoi je disais ça. J'ai oublié. Breret et son carnet d'identité. Breret, et j'ai un peu une vision de lui, grâce à ça. Mais c'était un homme charmant, puisqu'il a donné son nom à ma mère. Mais moi, dans mon enfance, j'entendais dire qu'elle avait épousé un légionnaire. Avait-il fait la Légion étrangère avant? Je sais pas. Là, il est artiste lyrique. Il fallait faire la déclaration, et j'ai la déclaration de ces papiers, c'est marqué. Et j'en ai fait, puisque dans ce livre, j'ai pris conscience qu'en littérature, si je suis un écrivain, car on n'est jamais sûr d'être quelque chose, je suis un homme en littérature, puisque j'ai une parole sans domicile fixe, eh bien, je me suis rendu compte que mon carnet d'identité, je le donne à la fin. Oui. Aux autorités compétentes universitaires qui parlent des écrivains que lorsqu'ils sont morts. Moi qui étais universitaire, je peux le dire, l'université française n'invite les écrivains à l'université par l'intermédiaire de leurs livres que lorsqu'ils sont morts. Aux États-Unis, non, puisque j'ai été invité aux États-Unis. Mais en France, aucune université ne m'a invité jamais à venir parler de mes livres. Ils ont pris la mienne, pas 8. Depuis que je suis parti, il y a 10 ans, je suis parti. Jamais j'ai écrit 10 livres depuis que je suis parti. Jamais. D'un point de vue sentimental, il eût été intéressant pour moi de revenir dans le lieu de mon travail. Jamais. Oui, mais les universitaires font souvent de la médecine légale avec les livres, alors vaut mieux que vous leur échappiez, Michel Chailloux. Alors, vos routes, à vous, c'est la littérature, vos auberges, ce sont vos livres? Oui, c'est des livres, dans chacun de mes livres, il y a un détail que je vais utiliser, je m'en suis rendu compte récemment, qui va être une allusion, un trait allusif, qui va devenir au centre du livre suivant. Là, il y en a un, je ne vous dis pas, qui est déjà présent dans le livre, un des 3 livres que je suis en train d'écrire. Puisque maintenant, avec l'âge, j'ai 80 ans, je m'en étonne tous les jours. C'est jeune. Je sais pas. Mais maintenant, j'écris avec une facilité qui me désarme. Alors que j'écrivais très difficilement autrefois, quand j'étais jeune. Là, puisque j'ai 3 projets, 3 roulottes pour avancer sur ma route. Alors, il y en a une qui est un peu plus avancée que les autres, heureusement. Et j'étais entre le banjo de ma grand-mère et les guitares de mon oncle. Sinon, j'allais le voir quand j'étais enfant, jeune homme. Il chantait lui aussi dans les rues. Il avait été élève à l'école des Beaux-Arts. Et récemment, à Nantes, ils ont sorti un livre sur l'école des Beaux-Arts. Il y a mon oncle sur la photo. Il est traité comme le fils d'un professeur. C'était mon arrière-grand-père. Et je leur ai dit, vous vous êtes trompé, c'était pas son fils, c'était son petit-fils. Lui était rentré en grâce, élevé par sa grand-mère, châtelaine,
Or, ils ont dit tout ouvert. Ils ont dit tout ouvert à Nantes, mes amis de Nantes, mes amis de Bretagne, dans ma généalogie, que les gardiens du château de mes ancêtres maternels étaient mes ancêtres paternels. Mes grands-parents paternels étaient les domestiques de mes grands-parents maternels. Or, j'ai été domestique chez Montaigne. Et pour moi, le domestique, c'est le romancier, celui qui est à l'office, qui entend le discours des maîtres dans le salon, mêlé au fracas des assiettes et la rumeur du dehors. Je me tiens toujours à l'office. C'est étrange, c'est ce que c'est la littérature. Intuitivement, j'étais un domestique de mes fables. Micheline Despons, voulez-vous interroger aussi Monsieur Chailloux, moi je voulais peut-être souligner un paradoxe dans votre roman, c'est la solitude du gitan. C'est-à-dire qu'habituellement, quand on pense à cette image du gitan, on le voit à l'intérieur d'une tribu, d'un clan, et donc vous soulevez la question de cette solitude, d'où vient-elle? Qu'est-ce qui l'a amené finalement à être seul sur les routes, ou à faire seul son spectacle dans cette brasserie au départ? Il a peut-être été, j'ai pensé à un moment qu'il avait été exclu. Oui. Mais j'ai jamais pu savoir. J'ai écrit un portrait de lui sur une chanson qui a été perdu à mon grand désespoir. Le banjo existe toujours de ma grand-mère dans la famille, paraît-il, mais où, je ne sais pas. Ça aura un sens pour moi de l'avoir dans les mains, d'ailleurs. Et je me suis dit, il a peut-être fait une faute, il a été exclu, il y a un sentiment de culpabilité. J'ai su récemment en Bretagne, quand j'ai fait des livres, que Donval, son nom, ça voulait dire en breton Val profond. Mm-hmm. Alors, j'ai inventé à partir de là. C'est un livre de réminiscence, un mot que j'adore d'ailleurs. Mais est-ce que le fait que vous l'ayez présenté comme ce gitan solitaire, est-ce que ça ne renforce pas finalement l'espèce d'identification entre le gitan et l'écrivain? Oui, bien sûr, parce que ma grand-mère disait que je lui ressemblais, mais moi j'ai vu son visage, il avait un visage très plus régulier. Moi j'ai un visage un peu différent, mais elle pensait que je lui ressemblais. Et donc, quand elle était sobre, parce que après, c'était fini. J'ai jamais vu quelqu'un aussi. C'était vraiment le jour et la nuit, comme on dit. C'était autre chose. Mais je sais pas, ce personnage m'a hanté pendant toute ma vie. Ce grand-père lointain et toujours évanescent. Et quand mes grands-parents qui était concierge à Nantes, ça s'appelait la Centrale des Œuvres, c'était un établissement religieux où il y avait des vies de saints. Et j'adorais lire les vies de saints. Ils faisaient les ménages, et moi je prenais les livres dans des institutions de jeunes filles, les vies de saints. C'est Dieu de la sainteté en même temps, et c'est un reste de la culpabilité de mon grand-père. J'essayais je sais pas. Et mes grands-parents paternels, ils détestaient les romaniciels, et j'en étais un. Alors, mais ce grand-père, il a refusé de donner son nom, en fait. Oui, il partait, à mon avis, pour pas donner son nom. C'est mystérieux. Dès qu'elle allait accoucher, hop, et elle venait. Mais elle revenait. Mais elle avait 20 ans, elle était très belle. Et lui, c'était une brune aux yeux bleus. Quand je l'ai tenu, sa beauté avait disparu, mais il lui a acheté les yeux. Alors que chez les gitans, donner le nom est important. Oui, bien sûr. C'est là où il y a une autre contradiction. Mais peut-être qu'on est fait pour se donner un vrai nom, qui est caché par le mystère de l'univers. Parce que c'est un mystère inouï, qui nous entoure sans arrêt. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Mais, oui. Mais c'est ça qui est très étrange dans cette odyssée, petite odyssée que j'ai essayé d'écrire, la fuite en Égypte, c'est la fuite de la rêverie, vers l'évanescence, vers le dilemme de l'ombre et du soleil. On n'est pas responsable de ces ombres, sont-elles faites? L'ombre est peut-être malfaiteur, et peut-être une voleuse. J'ai été la croyance des voleurs. On se construit peut-être contre son ombre, l'épouse. C'est à l'ombre qu'on passe les menottes. Alors Michel Chailloux, vous disiez au début de cet entretien que vous étiez un Rome, et un Rome écrit des romans. On vient de voir dans la même solitude le romancier et le gitan. Et
Et rien d'étonnant alors à ce que dans les dernières pages, qui sont, mais je le dis pour nos auditeurs, absolument extraordinaires de ce roman. L'ensemble du roman est magnifique, bien entendu, mais j'étais absolument bouleversée par les dernières pages Carnet d'identité. Donc dans ces dernières pages, vous revenez à vous et vous nous invitez à avoir l'œil gendarme pour examiner, dites-vous, d'un peu plus près le bien ou le mal fondé de mes phrases. Alors j'ai envie de proposer autour de cette table votre disposition, de la proposer aussi à nos auditeurs et puis de les laisser répondre à la dernière question. Pas la peine, pas la peine, ai-je alors envie de crier aux autorités responsables. Mon carnet d'identité dont j'ai parlé plus haut et que tout divagant se doit de faire tamponner au commissariat du lieu où il arrive est parfaitement à jour. Je le résume avec cachet à l'appui. Profession, pousseur de mots, arrangeur de syllabes. Nom d'artiste, Samuel Canobi. Marque particulière, cheveux bouclés blancs, anciennement châtain. Yeux marron vert, parole éperdue le plus souvent. Ça va ? Je peux repartir. Ouais, c'est ça. J'ai pris conscience en écrivant ce livre. J'en ai vraiment pris conscience que j'étais en littérature. Puis toutes mes tentatives, j'ai écrit le sentiment géographique avec Barthes. C'était ma thèse. Et au lieu de faire une thèse sans m'en rendre compte, pendant 6 ans, j'ai fait une pastorale. Oui. C'est étrange. Je suis toujours ailleurs. J'arrive pas à être là. Et peut-être que écrire, c'est essayer aussi de revenir un peu là. Et je suis aidé par l'allure pacifique que ma femme a introduit autour de moi. Montaigne disait, il y a une police mystérieuse des femmes. Je crois que c'est vrai. Une police au sens noble du terme. Une mise en ordre, une vie intérieure réglée. Pour moi, les femmes ont plus de vie intérieure que les hommes. Je ne supporte plus tellement la société des hommes. Bel hommage que vous rendez, Michel Chailloux, à votre épouse, Michel Chailloux, qui est avec nous dans le studio, et que nous saluons avec la plus grande amitié. Et puis, bel hommage aussi aux vraies femmes d'écrivains, dont il faudra un jour faire l'histoire. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Michel Chailloux. Je rappelle le titre de ce très beau roman, La fuite en Égypte, aux éditions Fayard. Et puis, je pense traduire un sentiment général en disant que nous vous attendons très vite pour le prochain. C'est charmant, merci. Vous êtes déjà sur la route, de toute façon. Oui. Sur les routes. Sur les routes. Merci, Michel Chailloux. Merci.